Bonjour et bienvenue au nouveau cours de maths présenté par Engineering Software Learning. Donc, ce cours est destiné pour les élèves de bac, que ce soit STM, c'est-à-dire filière technique, mais filière technique mécanique. Bien sûr, il sera aussi STE et pour les filières scientifiques, maths, physique et SVT. Donc, dans ce cours, nous allons présenter et expliquer les fonctions primitives. D'accord? Donc, les différents théorèmes, nous allons expliquer les différents théorèmes du secours et aussi quelques astuces à faire pendant la résolution d'un problème ou bien d'un exercice. D'accord? Donc, on commence. Donc, la fonction primitive d'une fonction sur un intervalle. Donc, d'accord, nous avons tout d'abord une fonction f et donc la fonction f. Donc, c'est une fonction f qui est définie sur un intervalle, l'intervalle i par exemple, un intervalle i, et la fonction primitive qu'on note toujours par grand F, d'accord? Donc, définition. Donc, soit f une fonction numérique définie sur un intervalle i, d'accord? C'est une fonction qui est numérique, normale, qu'on toujours on trouve dans le programme de bac. D'accord? Défini sur i, c'est-à-dire il y a dans une définition il y a là et sur l'intervalle i. Donc on dit que la fonction f, grand F ici, donc grand F est la fonction primitive de f, petit f, sur i, si et seulement si, c'est-à-dire ici, si et seulement si, c'est-à-dire une équivalence entre cette phrase-là, d'accord, et la phrase qui va suivre. Donc, et seulement aussi, c'est f est dérivable. Le grand f est dérivable sur i et quel que soit x appartient à i. Et on a ce résultat-là. Donc, quel que soit x appartient à i, on a la dérivée de grand f de x égale à f de x. D'accord? C'est la dérivée de la fonction primitive qui est égale à la fonction f. D'accord. Donc, la fonction, c'est une définition, juste définition. Donc, d'accord. Donc, f, comme on dit que f est une fonction, la fonction grand F, la fonction grand F, d'accord. Cette fonction-là est la fonction primitive, c'est-à-dire c'est une fonction primitive, on l'appelle comme ça, d'accord, sur de f d'une fonction cf, d'une fonction sur i. Si et seulement si, c'est-à-dire il existe une équivalence, c'est-à-dire si et seulement si, que la dérivée de la fonction, la dérivée de cette fonction-là est égale à la fonction f. D'accord? On note comme ça. D'accord. Donc, c'est une juste définition, d'accord. Donc, normalement, dans les exercices, d'accord, donc on ne va pas utiliser cette définition-là, d'accord. C'est une définition de la fonction primitive, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire la fonction primitive? Eh bien, voilà, c'est là que nous avons déjà présenté. Donc, l'ensemble, le groupe, ici, c'est l'ensemble des fonctions primitives, l'ensemble des fonctions primitives d'une fonction, c'est-à-dire que une fonction f, une petite fonction f, d'accord, une fonction f, s'il admet une fonction, il admet une primitive, d'accord, s'il admet une primitive, une fonction primitive, d'accord, alors cette fonction primitive, il n'est pas unique, c'est-à-dire il existe un ensemble, plusieurs, d'accord. Voilà, c'est ça, c'est l'ensemble, c'est une notation de l'ensemble des fonctions primitives d'une fonction f. Alors c'est comme ça. Donc si f admet une fonction primitive, alors cette fonction primitive n'est pas unique, mais il existe un ensemble de fonctions, c'est-à-dire un ensemble, c'est-à-dire il existe plusieurs fonctions primitives de f. D'accord? Donc théorème, donc si la fonction f admet une fonction primitive de f sur un intervalle i, alors l'ensemble des fonctions primitives, alors, l'ensemble des fonctions primitives de f sur i est écrit sous la forme, il est écrit comme ça, sous la forme f plus lambda, avec lambda appartient à r. D'accord? Donc, la fonction, c'est-à-dire, on dit tout d'abord que f admet une fonction primitive, c'est-à-dire qu'il existe comme ça f. Si on fait la dérivée de la grand f, alors il sera le petit f. D'accord? Pourquoi on a l'ensemble des fonctions? Parce que si on fait ça, si on fait f plus lambda, avec lambda c'est juste un dérivé, donc si on fait la dérivée de la fonction f plus lambda avec lambda appartient à r, c'est un réel, donc on va trouver
même résultat, c'est-à-dire on va trouver f. Et donc, f plus lambda, d'accord, c'est aussi une fonction primitive de la fonction f. D'accord, voilà, c'est ça la théorème. D'accord, donc cette théorème dit qu'il n'y a pas l'unicité, d'accord, il y a plusieurs fonctions. C'est-à-dire que lorsque dans l'exercice vous dites par exemple donner la fonction primitive de la fonction f, alors ce sera grand F plus un lambda, d'accord, avec lambda, avec ce lambda là, elle appartient à R, c'est-à-dire ce lambda appartient à R. D'accord, donc je passe. Alors maintenant, on va passer vers l'unicité, comment montrer l'unicité d'une fonction primitive, d'accord. Donc la théorie dit, soit f est une fonction numérique, donc f est une fonction numérique, admet une fonction primitive sur i, d'accord. Donc f est une fonction numérique, admet une fonction primitive. À ce stade-là, oui, à ce stade-là, d'accord. Donc on a déjà ça. Donc à ce stade-là, on a déjà que f, grand F, c'est-à-dire que la fonction primitive s'écrit sous la forme comme ça, lambda, d'accord, égale à ça. Et que la fonction primitive, c'est-à-dire que cette fonction primitive de f s'écrit comme ça, c'est-à-dire on a ça, d'accord. Alors là, c'est f. Alors la fonction primitive de f, elle s'écrit sous la forme comme ça, d'accord. D'accord, on a un ensemble de fonctions primitives, d'accord. Donc pour montrer, pour dire l'unicité, d'accord, on doit ajouter une condition. Et la condition est la suivante. Je reviens, je suis juste donc là, ok, c'est comme ça. Alors maintenant, je passe, je vais CTRL Z. Alors l'unicité, on doit ajouter une condition, et cette condition c'est et soit x appartient à i, un nombre réel qui appartient à i, à l'ensemble, à l'intervalle i, d'accord, et y appartient à r, c'est-à-dire r c'est un nombre réel, d'accord. Donc il existe une fonction primitive unique, d'accord, il existe une fonction primitive unique, phi ou bien grand f, c'est une juste notation, donc on va noter phi, de f sur i, d'accord. C'est une fonction primitive de f sur l'intervalle i tel qu'on a ça, on a cette condition là, d'accord. Alors ça dit, donc je vais supprimer ça, et donc normalement on a ça, donc la fonction primitive d'une fonction f s'écrit sous la forme comme ça. Lorsqu'on va ajouter une condition, d'accord, une condition, on va trouver une fonction unique, d'accord. Pourquoi? C'est tout simplement, donc, c'est une fonction qu'on va noter f comme ça, par exemple, d'accord. Alors, lorsqu'on va faire phi de x0, suffit x de x0 égale à y0, d'accord. Alors alors ça il sera f de x0, on le sait, d'accord, de phi de x0 qu'on a, d'accord, plus un lambda, d'accord, égal à y0. Alors dans ce cas-là, lambda il sera égal à y0 moins f de x0. Et donc dans ce cas-là, on a lambda qui est un nombre qui est connu, d'accord. On le sait déjà, c'est-à-dire on a lambda, il s'écrit sous la forme comme ça, c'est-à-dire il existe unique un lambda de cette forme-là qui est égale à ça. Et donc là, on a une fonction qui est unique. Dans ce cas-là, on a cette fonction qui est unique. Il existe une seule fonction qui respecte ça ou bien qui satisfait ça. D'accord, c'est pourquoi on a qu'il existe une fonction primitive unique, d'accord. Voilà, c'est la raison de dire que la fonction primitive, il existe unique, d'accord. Donc, lorsqu'on a une condition comme ça, alors on a la fonction primitive est une fonction qui est unique, d'accord. Donc, maintenant, on va passer vers la continuité et les fonctions primitives, d'accord. Donc, la continuité et les fonctions primitives.
Donc, on a un théorème. Donc, on a un théorème qui dit que toute fonction est continue, d'accord? Toute fonction est continue sur i admet une fonction primitive sur i. Et c'est une fonction qui est très intéressante. Très intéressante. Pourquoi? Parce que pour montrer que la fonction f admet une fonction primitive, d'accord? Il suffit de montrer que f est continue. Alors, on a f, d'accord? On a cette f là qui est définie sur i, d'accord? Qui est définie sur i, un intervalle u de r. Donc, pour montrer que cette fonction f admet une fonction primitive grand F, alors on va montrer que f, ce f là, est continu, d'accord? Continue, alors continue sur i, d'accord? Voilà, lorsqu'on va montrer que f est continu sur i, alors tout simplement on va conclure, on va faire une conclusion que f, petite f, c'est petite f là, admet une fonction primitive, d'accord? Donc c'est un théorème qui est très intéressant, d'accord? On a les opérations sur les fonctions primitives. Alors les opérations sur les fonctions primitives sont aidées aux opérations qui sont sur les fonctions dérivables, d'accord? Donc la théorème dit que soit f et g, grand F et g, c'est-à-dire les fonctions primitives, ce sont deux fonctions primitives de f et g, petit f et petit g, respectivement. C'est-à-dire que f, c'est la fonction primitive de petit f et grand g, c'est la fonction primitive de grand g. Et les deux sont définis sur i, d'accord? Alors on a f plus g, la fonction f plus g, c'est une fonction primitive de la fonction petit f plus petit g, d'accord? Sur l'intervalle i. Et aussi on a lambda f, d'accord? Lambda f est une fonction primitive de la fonction lambda petit f. Avec lambda c'est un réel, donc lambda il appartient à R, d'accord? Lambda appartient à R. Donc c'est la même chose dans le cas de la dérivabilité. Donc la théorème elle est similaire à la théorème que nous avons déjà expliqué au niveau de la dérivabilité, d'accord? Donc maintenant on va passer vers les fonctions primitives des fonctions usuelles, d'accord? Ce tableau on doit connaître par cœur. Pourquoi? Parce que donc normalement on a des fonctions. Ces fonctions là ce sont des fonctions qui sont des fonctions usuelles. D'accord, donc automatiquement, on a f, on a un petit f, donc automatiquement, on va donner la fonction primitive de cette fonction-là, d'accord? Donc, dans ce cas-là, on a f, dans ce cas, f égale à 0, d'accord? Donc, la fonction, c'est une fonction qui est constante. Et donc, la fonction, c'est la fonction primitive, c'est une fonction qui est constante. Et donc, on a DDF, que ce soit la DDF, la domaine définition de petit f et la domaine définition de grand f de la fonction primitive est égale à R. D'accord? Donc, de la même façon, on doit suivre ça. Donc, ce tableau il existe déjà dans les cahiers, dans le bouquin mathématique. Donc, il suffit juste de prendre par cœur, d'accord? De le noter, d'accord? Donc ici on a les fonctions que sont usuelles, d'accord? Les fonctions ici sont des fonctions usuelles et on doit aussi savoir les conditions d'application. Parce que comme ça, par exemple ici on doit savoir, on doit noter que ce a là, donc par exemple on a le cos de ax plus b, par exemple, la fonction primitive, d'accord, est égale à ça. Donc ce a là il doit être différent à 0, d'accord? Donc, dans ce cas-là, la fonction primitive elle sera 1 sur a, sinus de ax plus b plus c. Pourquoi on ajoute c? D'accord? Pourquoi on ajoute c toujours? Si vous remarquez ça, on a toujours c. Pourquoi? Parce que ici, il représente l'ensemble des fonctions primitives, l'ensemble des fonctions primitives de cette fonction f. D'accord? Donc, il existe plusieurs. Par exemple, on a cette fonction qui sera le même. Et ce C là, donc appartient à R, c'est un nombre réel, peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3. Alors, par exemple, moi, je vais prendre la fonction moins 1 sur A, cos de AX plus B, plus 1. L'autre, il va prendre moins 1 sur A, cos de AX plus B, plus 2. L'autre, il va prendre plus 3, ainsi de suite. D'accord? Donc, toutes ces fonctions-là, elles seront des fonctions primitives. Ce sont des fonctions primitives
parce que on va faire la dérivabilité de cette fonction-là. Si on fait la dérivabilité, d'accord, il nous donne la même fonction, ça, la même fonction, parce que là, lorsqu'on va faire la dérivabilité, donc lorsque je fais par exemple cette dérivabilité là, d'accord, là, donc ici on a fonction 1 et fonction 2, on sait déjà au niveau de la dérivabilité, donc cette fonction là, donc c'est égal à la dérivabilité de ça plus la dérivabilité de ça, d'accord. Et donc dans ce cas là, on a la dérivabilité de ça, c'est 0, d'accord. Elle sera égale à la dérivabilité de ax cos de ax plus b, d'accord, donc plus b, donc comme ça, donc il sera, c'est la même chose, donc sauf on va éliminer ça, donc parce que là elle est égale à 0, la dérivabilité de un nombre réel égale à 0, et donc si on fait la dérivabilité de ça, on retrouve ça, d'accord. C'est pourquoi on va toujours ici ajouter c. Donc pour ce c là, c'est un nombre qui est réel, et donc on va donner une valeur qui est unique lorsqu'on va appliquer la condition. La condition, on a déjà cette condition, et voilà, c'est là. Donc ces conditions, c'est laquelle qu'on se base pour montrer l'unicité, pour montrer que la fonction primitive, c'est une fonction qui est unique, d'accord. Donc pour les étudiants, il faut savoir la fonction primitive. Donc qu'est-ce que ça veut dire la fonction primitive, et surtout de prendre ça, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc la première fonction, la première théorème à prendre, c'est celle-là, d'accord. Bien sûr, je vous recommande de voir tout ça, d'accord. La première à noter, c'est là, d'accord. Donc il faut faire une grande attention à ça. Et la deuxième, donc je vais juste passer vers la deuxième page. Et la deuxième, c'est ce tableau-là, d'accord. C'est très intéressant. C'est très intéressant ce tableau. Donc je peux rien faire ici. Donc je suis juste. Donc il faut prendre ça par cœur, d'accord. Donc à travers l'exercice, les examens, etc. Donc il sera par défaut, d'accord. Donc il sera par défaut de savoir quelles sont les fonctions, qui est la fonction primitive de chaque fonction. Et il faut juste noter la dernière chose, et c'est là. Donc ici on a la dérivabilité, donc la fonction f ddf et de grand F, d'accord. Donc ici il faut noter, d'accord, il faut noter la domaine définition. Par exemple, si je prends ça, par exemple, d'accord. Donc la fonction, si je prends par exemple ça, ddf, de ce site-là, donc si vous dites par exemple qu'il est la domaine définition de la fonction sinus de ax plus b, alors la domaine définition c'est R dans ce cas-là, d'accord. Domaine définition c'est R. Mais le domaine définition de cette fonction-là, d'accord, le domaine définition de cette fonction-là, c'est R étoile, et j'ai ici une erreur. Pourquoi j'ai R étoile? Parce que je ne peux pas diviser sur A, donc le A, normalement A, elle sera... non, c'est A, c'est R, donc parce que là, c'est... Non, c'est R. Donc parce que toujours ici, donc c'est R, pardon. Donc parce que là, A n'appartient pas. Donc A, donc normalement A, c'est une condition qu'on l'ajoute pour définir la fonction, d'accord. C'est avant de définir, avant de dire que c'est une fonction primitive, d'accord. Donc ce A là, il doit être différent à 0, d'accord. Donc il faut faire attention. Donc ici, donc au niveau de la domaine définition, il faut faire attention toujours. Donc ici on doit préciser le domaine définition de f, donc cette fonction qui est f, d'accord, fonction notée f, et la fonction grand F, on doit aussi préciser à travers la particularité, à travers de chaque situation qu'on a au niveau de la fonction, on doit préciser la domaine définition de f et la domaine définition de grand F, d'accord. Donc voilà, c'est là. Donc au niveau de la fonction cours de primitivité de la fonction primitive de f, ou la primitivité de la fonction, donc touche sa fin, d'accord. Donc après on va passer vers les fonctions, on va expliquer les fonctions logarithmiques, et après on va expliquer le cours de la fonction
exponentielle, d'accord, avant de entamer, après, ensuite, on va entamer les courbes, etc., d'accord, donc voilà, mais, donc, merci, on se rencontre très bientôt.